Bonjour et bienvenue dans Un autre chemin est possible, le podcast pour les personnes en chemin vers un métier de sens dans le bien-être ou l'accompagnement. Je suis Marion, je suis docteure en pharmacie et naturopathe pour vous aider à prendre soin de vous au quotidien et également coach pour accompagner les personnes dans leur reconversion et lancement d'activité vers les métiers du bien-être et de l'accompagnement. C'est un chemin que j'ai moi-même entrepris il y a 2 ans parce que je crois qu'un autre chemin est possible. Un chemin où l'on prend soin de soi, où notre activité professionnelle elle est riche de sens, elle est alignée avec nos valeurs et notre mode de vie, parce que je crois qu'on peut choisir et se réinventer. Ici, pas d'utopie. Dans ce podcast, je vous partage mon parcours, mes défis, mes victoires, mes réflexions et une dose d'inspiration pour traverser le chemin passionnant de l'entrepreneuriat tout en prenant soin de vous. Mais aussi des interviews de personnes inspirantes qui ont pris un autre chemin et qui vivent aujourd'hui leur activité. Après tout, si c'est possible pour elles, alors pourquoi pas pour vous? Si vous aimez ce podcast, vous pouvez me soutenir en vous abonnant sur vos plateformes d'écoute préférées, vous pouvez le noter ou laisser un petit commentaire et le partager autour de vous. Je vous laisse avec l'épisode. Bonjour et bienvenue dans cet épisode du podcast Un autre chemin est possible. Aujourd'hui, je reçois ma première invitée, Camille Svès. Camille, ça a été une des femmes à me montrer qu'un autre chemin est possible. Elle m'a montré même plusieurs chemins possibles. Elle m'a montré le chemin d'un féminin plus doux, le chemin des cercles de parole et également le chemin de la vulnérabilité. Aujourd'hui, j'ai souhaité l'interroger, non pas sur ses sujets de prédilection, parce que vous pouvez retrouver plein d'autres podcasts dans lesquels elle en parle et je vous recommande vraiment de l'écouter parce qu'elle est vraiment passionnante. Mais là, j'avais envie de l'interroger sur son parcours. Parce que maintenant que je sais ce que ça représente de lancer son activité dans le bien-être, j'ai vraiment envie de savoir comment elle l'a vécu de son côté et quelles ont été les différentes étapes pour elle. Donc je vous laisse découvrir l'épisode avec Camille. Donc je suis très contente de te recevoir Camille pour cet entretien ensemble. On va parler de plein de choses. Je voulais déjà un petit peu dire comment en fait je t'ai connue avant que tu puisses te présenter. Donc moi je te connais depuis 2018, je suis retournée un petit peu dans les dates. C'était au moment du lancement de ton livre La puissance du féminin. Et c'était vraiment en fait c'est quand même avec toi que j'ai découvert en tout cas fortement t'as été fortement une influence sur tout ce qui est cercle de femmes. Je connaissais pas du tout ça avant et du coup la puissance de ces espaces de parole et d'écoute. Donc ça a été vraiment riche. Et puis ensuite j'ai fait des ateliers avec toi autour du chant spontané que tu proposais quand tu étais encore sur Paris et un atelier en couple que tu avais fait avec ton compagnon également et qui était vraiment magnifique de voir en fait un cercle mixte autant d'hommes et de femmes partager vraiment leur ressenti. C'était vraiment hyper beau. Ouais. Je me souviens de tout ça, Marion. Mais c'est il n'y a pas si longtemps finalement. Et justement, j'ai aussi fait ton programme d'accompagnement vulnérable, qui est, je trouve, un très beau programme, je dirais un peu d'utilité publique, de partage autour justement de nos fragilités et nous apprendre à oser les montrer. Et du coup, c'était hyper important pour moi de t'inviter parmi mes premières invitées. Parce que justement, tu as été dans ces femmes qui m'ont montré qu'un autre chemin était possible, ne serait-ce que sur le chemin déjà du féminin. Parce que moi, je travaillais dans une entreprise de femmes, avec beaucoup de femmes. Dans un monde, l'industrie cosmétique, c'est un monde de femmes. Mais pour autant, les valeurs étaient peut-être pas si féminines. Il y avait beaucoup de valeurs masculines, des femmes assez guerrières. Et moi-même, j'étais beaucoup dans cette énergie-là. Et de te rencontrer, ça m'a montré aussi cet autre chemin possible dans le fait d'être une femme, d'oser montrer justement ses fragilités et que ça pouvait aussi être très puissant. Donc merci Camille. Merci à toi Marion pour cette présentation et aussi de me donner la parole aujourd'hui. Je suis contente de ce temps ensemble. Justement, je vais te laisser te présenter avec tes mots et puis nous dire aujourd'hui vraiment ce que tu fais dans ton activité. C'est vrai que du coup, quand tu présentes tout ça, je me dis que, j'ai fait des choses assez variées ces dernières années, on peut en reparler. Moi, je suis psychologue clinicienne au départ, donc, pas au tout démarrage parce que j'avais fait avant une école de commerce, mais bon, on va dire quand même que c'est ce métier-là qui était le métier auquel je me suis formée. Et puis aujourd'hui, c'est vraiment avec cet outil que je travaille, c'est-à-dire qu'il y a une très grande partie de mon activité professionnelle qui est dédiée à l'accompagnement thérapeutique.
En plus de la fac, je me suis formée en 2020 à un outil qui s'appelle la sophroanalyse des mémoires prénatales, avec lequel je travaille. Et puis à côté de ça, il y a toute une partie de mon activité qui est dédiée à des espaces en ligne, que ce soit ce programme autour de la vulnérabilité dont tu as parlé, ou un programme dédié aux femmes où on se retrouve une fois par mois, à chaque nouvelle lune, autour d'un enseignement amérindien. Je sais pas si on en reparlera. Donc il y a une partie de ces activités qui sont en ligne, et puis il y a aussi quand même une partie des activités qui sont autour des cercles de femmes, que ce soit des cercles en présentiel à Bordeaux ou alors des cercles plus longs sous forme de stages et de retraites, en France et ailleurs. Donc c'est des activités assez variées finalement. Et justement, aujourd'hui, j'ai envie dans ce podcast Un autre chemin est possible, de partager le parcours de ces femmes qui ont emprunté un autre chemin. Donc comme tu dis, toi au départ, c'était pas le premier chemin auquel tu étais prédestinée, entre guillemets, puisque c'était l'école de commerce. Comment déjà t'as construit ton activité concrètement ? C'est vrai que moi j'ai été vraiment formatée pour, on va dire, une carrière et une ambition très, en tout cas dans le monde de l'entreprise, puisque j'ai fait une grande école parisienne, donc j'imaginais pas du tout être entrepreneur. En fait, j'imaginais pas du tout travailler à mon compte. J'imaginais travailler pour une grosse boîte. Et en fait, la rencontre avec le monde de l'entreprise s'est pas très bien passée pour moi. J'avais, je pense, une petite difficulté avec l'autorité, une petite avec du mal avec la routine des collègues, des horaires. Donc tout ça, c'était. Je pense que j'ai assez vite compris que j'avais envie de faire autre chose. Et puis quand je me suis lancée dans ces études de psycho, j'avais vraiment envie évidemment d'accompagner l'humain, les profondeurs, les transformations. J'avais déjà commencé un parcours thérapeutique de mon côté. Je voyais bien aussi que, par exemple, psychologue en institution, c'était pas non plus ce qui me donnait envie. Donc les choses, elles se sont faites vraiment petit à petit, c'est-à-dire que j'avais pas tellement de plans sur quoi mettre en place comme brique pour ma vie professionnelle. Au départ, j'ai travaillé un tout petit peu en institution. Ensuite, je me suis installée en libéral. Mais c'est vrai qu'au début, quand je travaillais en libéral, c'est aussi le moment où j'ai eu mes enfants. J'étais pas très disponible. J'avais peu de patients. Donc c'était un début un peu balbutiant. Et puis moi j'ai 2 enfants qui sont assez rapprochés, mais quand mon deuxième a commencé à aller à la crèche de manière régulière et que j'ai commencé vraiment à avoir du temps, en fait j'ai changé de métier, on va dire, à ce moment-là, et je suis devenue formatrice. Et j'ai travaillé toutes ces dernières années, j'ai travaillé en tant que formatrice en entreprise. Donc là, c'est un boulot, on va dire de freelance. Enfin voilà, j'étais prestataire extérieur, donc ça me laissait beaucoup de temps aussi pour faire d'autres choses. Et pendant toutes ces années, c'est là où j'ai construit mon activité, à la fois des cercles de femmes. C'est là aussi où j'ai pu avoir le temps d'écrire. Enfin, ça m'a laissé beaucoup de temps pour faire autre chose, cette activité de formatrice. Et c'est seulement en arrivant à Bordeaux que j'ai repris mon activité de psychologue et que j'ai développé du coup mon cabinet libéral, quoi. Donc ça, c'est, je dirais, la chronologie du parcours. Et je crois que j'ai toujours eu besoin de faire de travailler dans des espaces où je sentais que j'étais utile, que j'apportais des choses, etc. Mais où il y avait d'autres espaces un peu plus marginaux dans lesquels peut-être je m'amusais plus. Enfin, je sais pas si c'est vraiment le cas, mais et là je pense au cercle, je pense aux ateliers justement sur la vulnérabilité, je pense aux retraites où je me sens quand même plus créative que dans mon boulot de psy par exemple. Mais je pense que j'ai vraiment besoin de cet équilibre et d'avoir comme ça différentes casquettes. C'est vraiment bon pour moi, quoi. Mais tu t'es créé vraiment une activité variée, plurielle, avec plein de facettes différentes. Ouais, parce que finalement c'est dur pour moi. Enfin, je sens que un des moteurs c'est quand même le plaisir que j'ai et ce que j'ai envie de vivre, quoi. Donc c'est dur de renoncer à certains espaces. Donc du coup, c'est comment aussi faire cohabiter ces différentes casquettes de moi. Et puis il y a toujours, je pense que je suis quand même quelqu'un d'assez créatif, donc il y a toujours l'envie d'un autre espace. Voilà, là on est en train d'ouvrir un espace mixte avec mon compagnon à Bordeaux. Bon voilà, une pierre de plus. Peut-être que dans quelques mois je vais en lâcher une parce que je peux pas tout faire non plus, mais voilà, c'est un peu comme ça que ça fonctionne, quoi.
Donc toi, au début, tu te destinais du coup, comme tu disais, à une carrière plutôt grande école, grosse entreprise. Et est-ce qu'il y a eu une peur, justement, peut-être financière, à un moment, de dire finalement, je vais partir sur un tout autre plan de carrière, peut-être moins rémunérateur, justement. Ça faisait partie évidemment de mes questionnements, mais c'était pas du tout une peur au départ. J'avais tellement pas envie de travailler en entreprise que de toute façon, c'était pas ça qui allait me retenir. Et puis en fait, je dis ça, mais j'ai fait 18 mois de stage au cours de ma scolarité, mais j'ai jamais, en fait, à la fin de l'ESSEC, j'ai repris mes études. Donc j'ai jamais travaillé. Et je pense que c'est aussi ce qui m'a aidée, parce que je vois beaucoup de gens autour de moi. C'est vrai que quand on a un salaire et qu'on a aussi cette sécurité de l'emploi, du salariat, de la sécu, des vacances, enfin tout ça c'est dur à lâcher. Moi en fait j'ai pas eu le temps de le connaître, donc c'est aussi pour ça je dirais qu'il n'y a pas eu la peur, mais c'est vrai que longtemps, et je pense encore aujourd'hui, il y a quelque chose dans ma manière d'aborder ma vie professionnelle où j'ai envie de réussir parce que j'ai l'impression quand même longtemps j'ai eu l'impression que me mettre à mon compte en tant que psy, c'était quand même moins bien que ce que faisaient mes copines qui, elles, du coup, au fur et à mesure que moi je repris mes études et que j'ai lancé mon activité, etc., elles ont évolué aussi. Et donc, forcément, la comparaison, elle est là. Et même encore aujourd'hui, je suis hyper contente de ce que je fais et je me sens complètement à ma place et je regrette rien du tout. Mais il y a toujours évidemment cette comparaison. Où est-ce que je serais si j'avais poursuivi un parcours classique? Voilà, il y a toujours cette question. Mais tu me parlais aussi de la question financière. Oui, et justement, peut-être, est-ce que assez rapidement tu t'es dit, je vis de mon activité de psychologue, ou est-ce que, je te pose la question parce que moi je vois dans une activité de naturopathe, par exemple, le lancement, il est assez long, peut-être à se dire, je vis vraiment de mon activité, ça se fait pas du jour au lendemain. Est-ce que toi, par exemple, sur le côté psychologue, ça a été un truc assez facile de te dire rapidement, en fait, je vis de mon activité, je suis totalement autonome en fait. Pas du tout. C'est-à-dire qu'en fait, c'est aussi ce qui a fait que j'ai switché pour être formatrice à un moment. C'est-à-dire qu'en fait, mon activité de psychologue, au début, j'avais vraiment peu de patients, donc je n'en vivais pas. Donc c'était quand même assez compliqué financièrement. C'est pas une période qui a duré très longtemps, et c'est aussi ce que je disais, c'est la période où mes enfants étaient tout petits. Donc en fait, ça m'arrangeait bien. Enfin, il y avait quelque chose où ce qui était important pour moi, c'est d'avoir du temps pour être avec mes enfants. Et ça a duré, on va dire, en gros 3-4 ans, parce que moi, ça a duré à peu près 3-4 ans. Et après, quand j'ai eu envie d'être autonome financièrement, en fait, j'ai fait autre chose. Parce que mon boulot de psy, je me suis dit que ça allait être trop compliqué de constituer une patientèle et que, Donc, et puis j'étais quand même relativement jeune. Enfin, j'avais une trentaine d'années, mais c'est vrai que du coup, je me retrouvais à accueillir des gens qui étaient forcément tous plus âgés que moi. Et je pense que, je sais pas comment c'est pour Naturo, mais en tout cas, en tant que psy, la maturité, elle apporte aussi évidemment à notre posture, quoi. Donc ensuite, en tant que formatrice, j'ai plus du tout eu ces questions d'argent parce que, en tant que formateur, j'ai vraiment bien gagné ma vie. C'était assez facile. Mais la question s'est posée quand j'ai arrêté, il y a 3 ans, du coup. Non, je me suis formée, j'ai repris mon boulot de psy, mais je continue à faire un peu de formation. C'est aussi ce qui m'a permis de lancer mon activité. Et c'était vraiment pour moi le job alimentaire que je faisais quelques jours par mois sur certaines périodes de l'année qui me permettait de lancer mon activité de psy. Et c'est simplement début d'année dernière, je crois début 2022, donc du coup en 2021, on va dire que j'ai arrêté. Mais j'avais derrière une certaine notoriété du livre, de la communauté Instagram. Il y avait des choses aussi déjà qui me soutenaient dans mon activité de psy, parce que je pense que c'est vraiment pas simple de se lancer. Je me souviens qu'à la fac, en tout cas, ils nous disaient il faut 3 ans pour construire une patientèle, quoi. Oui, c'est un peu le message que j'ai aussi entendu et que je constate finalement aussi autour de moi, même si quand tu démarres, 3 ans, ça te paraît tellement le bout du monde d'attendre 3 ans. Oui. Sachant qu'en général, tu as pris des études qui duraient déjà un certain temps. Ouais, c'est sûr que c'est à la fois ça vient tester, je pense, notre motivation, notre sens des réalités aussi. Moi, je pense que je suis quelqu'un qui est pas un immense sens des réalités, c'est-à-dire que du coup, parfois, je peux me retrouver dans des situations où
où justement financièrement c'est un peu galère parce que j'ai pas assez économisé ou que j'avais fait mal mon business plan ou donc ça vient tester ça aussi, hein, le principe de réalité, c'est-à-dire que du coup qu'est-ce que je fais, est-ce que je continue, est-ce que je fais autre chose à côté. Je pense que c'est vraiment important d'être capable de réajuster, enfin de faire cet aller-retour entre son rêve. Souvent quand on change de voie, on a un rêve quoi, il y a un idéal, on a envie de travailler dans un autre environnement avec d'autres valeurs. Et je vois autour de moi, il y a beaucoup de gens qui ont repris, qui ont fait une reconversion, etc. Donc il y a ce rêve, et puis il y a aussi comment l'ajuster avec un certain confort, un certain niveau de vie, des choses à payer, des factures à payer qui sont là, et donc je pense que ça demande une certaine souplesse dans ce début d'activité pour peut-être accepter des missions du boulot d'avant. Enfin après je sais pas comment toi tu fais mais ouais voilà, pour moi ça m'a demandé de m'adapter pas mal en tout cas. Et justement ton activité de formatrice, elle était en lien avec ça avait un rapport avec le côté psychologue ou Ouais, moi je faisais de la formation sur la gestion des émotions, la communication, l'affirmation de soi, donc j'étais vraiment quand même dans mes sujets, et j'ai beaucoup aimé faire de la formation, vraiment ça m'a beaucoup plu. C'est juste que c'était assez répétitif, et avec le Covid, je me suis retrouvée à faire des formations en visio, où en fait j'avais l'impression, c'est là où j'ai eu envie aussi de créer un programme, c'est-à-dire que j'avais l'impression que je répétais chaque jour, à chaque nouveau groupe, les mêmes choses, les mêmes anecdotes, les mêmes exemples. Et je me disais, en fait, il faudrait que je leur passe une petite vidéo et moi, je pourrais aller faire autre chose, quoi. Enfin, il y a quelque chose d'un peu, qui était un peu frustrant pour moi à force, en plus par l'écran interposé. Et tu disais donc, en fait, toutes ces années de formatrice, ça t'a permis de gagner de créer d'autres projets qui aussi t'ont permis de gagner en notoriété pour que maintenant que tu ouvres vraiment ton cabinet et ton espace, finalement, il y a déjà, c'est aidant en fait par rapport à ta situation. C'est quoi justement pour toi les ingrédients entre guillemets du succès ou les choses qui t'ont aidé à décoller véritablement dans tout ce que tu as mis en place? Tu parlais de la puissance du féminin tout à l'heure. C'est sûr que l'écriture de ce livre, ça a été vraiment un tournant pour moi parce que il a eu pas mal de succès, ce livre, et donc du coup j'ai bien vu que suite à sa sortie, il y a beaucoup de femmes qui sont venues à moi pour expérimenter les cercles de femmes, et donc ça a été vraiment un gros coup d'accélérateur. Et je me souviens pendant plusieurs mois et même peut-être pendant plusieurs années, pendant au moins 2 ans, j'avais vraiment l'impression d'être portée par une sorte de vague qui me poussait en avant, qui me poussait à faire plus, à me développer. Et moi, j'étais un peu à me dire comment je vais faire pour tenir ça, pour installer ça en fait. Et tu vois, je sens aujourd'hui que je suis vraiment dans une phase complètement différente, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai vraiment envie de gagner en profondeur, d'avoir une pratique plus mature, de continuer à me former. Et donc c'est pas du tout à propos de développer des choses, mais c'est plutôt à propos de creuser des racines, quoi. Et je pense que ça fonctionne comme ça, c'est-à-dire qu'il y a des moments où il y a des coups d'accélérateur, où il y a, je sais pas, j'ai un peu vécu ça aussi quand j'ai commencé, quand j'ai lancé ce programme en ligne, Le courage est vulnérable, et que du coup, j'ai ouvert comme un nouveau champ d'action, quoi, on va dire. C'était plus que du face-à-face ou des cercles, mais c'était aussi cet espace dématérialisé. Donc ça m'a donné cette sensation de croissance, on va dire. Et voilà. Et après, je remarque, en tout cas pour moi, que j'ai vraiment besoin d'approfondir. Sinon, j'ai la sensation d'un tourbillon, quoi. J'ai la sensation de partir dans tous les sens et puis de perdre le sens aussi, vachement, tu vois. Je partage ça. On m'a fait une proposition pour animer des voyages particuliers, des voyages intérieurs. Et j'étais vachement emballée par cette proposition, mais c'était quelque chose de nouveau que je connaissais pas, en plus à l'étranger, quelque chose qui est assez enthousiasmant. Et en fait, j'ai senti que non, ça n'allait pas du tout avec mon besoin, justement, d'approfondir ce que j'ai à transmettre. Et donc, j'ai en tout cas dit non pour le moment, parce que je vois bien que je fonctionne comme ça, quoi. Le besoin aussi de pas juste surfer, pour répondre à ta question, de pas juste surfer sur quelque chose d'une forme de succès, mais qui après moi me fait peut-être m'éloigner de moi ou perdre le sens, quoi. Et justement, donc pour parler un peu de ton quotidien aujourd'hui de thérapeute,
C'est quoi un peu, comment se passent tes journées ou plutôt ou tes semaines si c'est plus si l'échelle elle est au niveau de la semaine, ça se passe un peu comment pour toi? En fait, les semaines, elles sont assez variées. Parce qu'elles se ressemblent pas, même si moi j'ai comme intention d'être dans mon cabinet tous les jours de la semaine. Bon, la petite nouveauté de cette rentrée, c'est que maintenant le mercredi après-midi, je ne vais pas travailler pour m'occuper de mes enfants. C'est la première fois en presque 12 ans que que je fais ça, mais je suis contente de le faire. Donc là, voilà, il y a un petit changement, mais sinon c'est vrai que on va dire 4 jours et demi par semaine, je suis au cabinet et il y a des jours où je vois 5-6 patients, moi je garde les gens 1h15 en général, donc 5-6 patients, ça me fait déjà une journée bien remplie. Et puis il y a des jours où j'ai personne et où je vais voir peut-être une personne ou même personne du tout, quoi, ou on va dire il y a... Et donc les journées, elles peuvent être très différentes. Et dans ces moments où j'ai beaucoup de temps parce que j'ai pas de patients, ben c'est quand même aussi des temps dont j'ai besoin justement pour gérer les autres activités. Donc j'aime bien avoir un rythme qui varie. À la fois j'aime bien quand je vois beaucoup de monde dans la même journée parce qu'il y a quelque chose qui est très focus aussi et donc je suis tout à ce que je fais et je pense que je suis assez présente. Et puis j'aime bien aussi avoir du temps pour gérer les milliards d'à côté de mails, de sollicitations, de Instagram, de voilà, tout le reste quoi. C'est quoi justement dans les casquettes dans lesquelles t'es à l'aise, où tu prends plaisir et les casquettes où peut-être si tu pouvais les laisser vraiment de côté, ça t'arrangerait bien? Je me faisais la réflexion là, je sais pas, cette semaine que en fait, une de mes casquettes, c'est gérer ma communauté, on pourrait dire. Enfin, c'est-à-dire pas que sur Instagram, mais aussi les gens qui font mes programmes ou qui m'envoient des messages ou qui... Et du coup, ça me demande en fait pas mal de temps. Donc il y a quelque chose de très chouette dans cette casquette parce que j'ai l'impression d'être en lien avec beaucoup de femmes, c'est presque que des femmes, hein, mais en tout cas avec beaucoup de personnes, souvent qui sont dans une forme de gratitude ou de reconnaissance, donc c'est assez gratifiant pour moi. Et en même temps, c'est vrai que c'est que du virtuel, c'est des femmes, alors peut-être je connais leur nom parce qu'on a échangé plusieurs fois, mais je sais même pas, je connais même pas leur visage. Et ça, je sens que c'est pas très nourrissant en fait pour moi de d'être dans ces échanges-là. Alors que quand elles viennent dans un cercle, par exemple, voilà, il y a aussi complètement autre chose qui se passe. Donc voilà, je dirais ça, c'est ce qui est un peu peut-être pas très nourrissant ou en tout cas qui a ses limites. Ce que j'aime bien écrire des newsletters, j'aime bien communiquer, du coup, tu vois, où je prends le temps de me poser et où je sens que peut-être j'ai des choses à partager, ou ça c'est quelque chose qui est assez agréable. Voilà, et puis c'est vrai que je suis aussi beaucoup moins sur les réseaux sociaux ces derniers mois, voire ces dernières années. Parce que j'ai pris beaucoup de plaisir à partager plein de choses, peut-être parce que moi j'étais aussi toute fraîche sur ce réseau et donc au début il y a beaucoup de, je sais pas, d'élan, d'enthousiasme, et puis il y a quelque chose de répétitif, de routinier aussi ces derniers temps qui m'a un peu fatiguée, et puis les changements d'algorithme et tout ça où bon, j'ai pas toujours envie de coller à ce qu'on attend de nous. Donc là aussi, je vais beaucoup moins joyeusement sur Instagram, par exemple. Oui, alors qu'au début, avant, tu étais beaucoup plus présente, mais comme tu dis, le réseau a énormément changé. En 5 ans, par exemple, il y a eu énormément de changements par rapport à justement tout ce côté algorithme, tout ça qui était beaucoup moins présent il y a, je pense, à tes débuts, en fait. Ouais, carrément. Là, du coup, en fait, concrètement, par exemple, pour parler d'Instagram, c'est très frustrant pour moi de voir que mes publications sont, je sais pas, 5 fois moins vues et likées qu'il y a quelques années. Peut-être parce que mon contenu est devenu relou, c'est possible, mais je pense aussi parce que je suis pas là en train de faire des réels, à montrer ma tête, à dire aux gens répondez en commentaire, et en fait j'ai pas tellement envie de faire ça, et donc bon, du coup voilà, enfin les règles du jeu sont claires et je vais pas les changer, mais du coup c'est vrai que j'y passe moins de temps. Et à côté, justement les choses où tu kiffes vraiment dans ton métier, là où tu prends le plus plaisir?
Je pense quand même que ce qui, voilà, là où je prends le plus plaisir, c'est vraiment quand je suis en interaction, que ce soit dans mon boulot de psy, quand je sens que j'aide les gens et qu'il y a des prises de conscience et qu'il y a des choses qui s'éclairent et qu'il y a des choses qui changent, où là je me sens vraiment utile. Mais aussi quand je fais des cercles et que là, je dirais que par exemple quand je fais des cercles, c'est vraiment du plaisir pour moi. Il y a vraiment un espace qui me fait du bien, où je suis contente de retrouver les femmes que je retrouve, où il y a vraiment des choses qui se tissent. Donc ça, c'est vraiment nourrissant pour moi. Voilà, et tout ce qui est à côté, bon, voilà, je te disais, écrire une newsletter, c'est chouette. Créer aussi, enfin c'est vrai que je disais tout à l'heure que j'étais assez créative, c'est-à-dire que j'aime bien inventer. Là tu vois, je suis en train de réfléchir à créer un nouveau contenu en ligne. J'aime beaucoup cette période de conception, de création, de me dire voilà comment ça pourrait s'articuler, qu'est-ce qui peut être utile. Toute cette période-là, tout ça, ça me plaît pas mal. Mais voilà, c'est sûr que ce que je préfère, c'est l'interaction, quoi. Et alors toi, justement, ton métier, c'est prendre soin des personnes. Enfin, dans la mesure où tu es thérapeute, enfin voilà, tu prends soin d'une certaine manière par la parole et l'écoute. Mais on dit souvent que les cordonniers sont les plus mal chaussés. Comment toi tu fais aussi pour prendre soin de toi, pour justement t'appliquer aussi ce soin? J'ai vraiment senti, alors moi, je suis arrivée à Bordeaux il y a 3 ans, après le premier confinement. Et du coup, il y a vraiment quelque chose qui s'est arrêté pour moi que je n'ai pas retrouvé ici. Je n'ai pas retrouvé ici d'espace pour me ressourcer et pour me nourrir comme je le vivais à Paris. Je lance un grand appel à tous les Bordelais qui pourraient écouter ce podcast. Il y a des espaces chouettes et il y a des endroits où je suis contente d'aller qui me font du bien. Mais vraiment, je sens qu'il y a un endroit de moi qui est hyper frustré, à la fois dans mes relations sociales, mais aussi vraiment dans ces espaces où j'allais, par exemple, faire du chant spontané, t'en parlais tout à l'heure, ou de la danse, ou voilà, des espaces qui me faisaient vraiment du bien à moi. Je suis encore en recherche de ça. Et donc du coup, je me suis un peu rabattue entre guillemets sur des choses un peu plus basiques, mais je fais plus de sport que j'en faisais aussi dans ma vie d'avant. Parce que j'ai besoin juste pour prendre soin de moi, d'aller courir, d'aller nager, parce que sinon, c'est vrai qu'en plus, en tant que psy, je suis assise toute la journée à écouter les gens. Il y a quelque chose quand même de très passif, même si écouter c'est actif, mais bon, je suis quand même très statique en tout cas. Donc, tu vois, je faisais avant du yoga, j'en fais plus du tout parce qu'aujourd'hui, quand j'ai du temps, je vais courir, quoi. Voilà, pour prendre soin de moi. Bon, après, j'ai aussi des petites routines. Cette année, j'ai été accompagnée toute une année par une femme qui fait des massages énergétiques chinois. Voilà, je vais chez l'ostéopathe. Enfin, évidemment qu'il y a des choses concrètes que je fais pour prendre soin de moi, mais je trouve ça pas si facile de me recréer ces espaces qui me font du bien, quoi. Oui, complètement. Dans une nouvelle ville, ça change plein de choses. Et pour ton activité, là, tu me parlais aussi de tout ce que tu fais pour prendre soin de ta personne et pour te soutenir au niveau de ton activité, pour te faire accompagner. Est-ce que tu fais des choses aussi? Ouais, bien sûr. En tant que psy, nous, on est obligés d'être supervisés. Enfin, je sais pas si c'est une obligation légale, mais en tout cas éthique, quoi. Donc, moi, j'ai une supervision ici, enfin pas ici d'ailleurs à distance, mais en visio. Mais bien sûr que j'en ai besoin, évidemment, pour pouvoir accompagner les personnes que j'accompagne. C'est quelque chose que j'ai toujours fait. Enfin, même quand j'avais très peu de patients au début de mon activité, j'avais une superviseuse que j'ai continué à garder, même quand j'avais plus de patients, quand je faisais les cercles. Enfin, voilà, j'ai toujours beaucoup besoin d'apprendre. Et là aussi, je suis en recherche, tu vois, ici, de trouver peut-être des espaces de supervision de groupe ou d'intervision. Voilà, c'est pas encore quelque chose qui est vraiment calé. Aussi parce que j'en ressens de plus en plus le besoin et que c'était moins le cas là les 2 premières années, mais ouais, ça me paraît vraiment nécessaire, ouais. Oui, parce que tu développes ta patientèle aussi, donc forcément, peut-être davantage besoin de cette supervision. Ouais, exactement. Et comme tu transmets autour de la vulnérabilité, donc dans ton programme, et que c'est devenu un sujet emblématique pour toi, comment justement tu travailles cette cohérence vis-à-vis de toi-même, d'incarner les messages que tu portes dans ta propre vie, en fait?
Cette question de la cohérence, elle est vraiment importante pour moi. Et en même temps, sur ce sujet de la vulnérabilité, par exemple, je vois comme c'est difficile pour moi de me montrer vulnérable à mes proches, par exemple. C'est une pratique assez facile parce que dans les cercles de femmes, la question, enfin, c'est l'exercice, en fait, de se montrer vulnérable. Donc, de par ma pratique de cercle, il y a des espaces au moins une fois par mois, parfois 2, parfois 3 fois par mois où je suis dans cette posture de montrer vulnérable. Donc je le fais et en même temps je me rends bien compte que dans les moments où je me sens vraiment vulnérable, où je devrais dire à mon entourage, à je sais pas, à ma famille, à mon compagnon, à mes meilleurs amis, les choses qui me blessent ou j'ai du mal en fait. Je trouve ça pas, voilà, c'est toujours. Je partageais ça justement dans le cercle en ligne, mais il y a quelques mois, j'avais été chez mon ostéo qui m'avait dit « Mais Camille, t'as écrit un livre sur ce sujet et t'as encore tellement de mal à te laisser aller à cette vulnérabilité. » Et c'est vrai. Donc voilà, il y a un peu de choses différentes, quoi, je dirais. Ces espaces de cercle où je peux... je pense que je suis assez en contact avec mes émotions, donc je peux assez facilement quand même être authentique et honnête. Et en même temps, c'est tout l'enjeu. Cette question de la vulnérabilité, quand on se sent vraiment vulnérable, on a envie d'une chose, c'est de mettre une carapace en fait. Et parfois, c'est aussi ce qu'il y a à faire, bien sûr, parce que le but, c'est pas non plus de la livrer à tout le monde. Mais Et justement, quand tu as des moments de doute, que ce soit au niveau principalement aussi de ton activité, parce que c'est vrai que c'est quand même le sujet principal peut-être de cet entretien. Est-ce qu'il y a des moments déjà où effectivement tu t'as traversé des grosses phases de doute et même quand ça t'arrive encore aujourd'hui, comment tu les gères ces doutes? Je vois que je doute beaucoup plus de ma posture professionnelle, de la qualité de mon écoute, de mon accompagnement, que du fait que c'est une bonne chose que je sois thérapeute. En fait, j'ai pas tellement de doutes sur l'endroit où j'ai envie d'être. Je suis très contente de développer mon cabinet, j'ai pas de doute là-dessus. Je suis très contente de faire ces choses en ligne. Je suis très contente de faire les retraites. Enfin, donc je dirais ce que je fais, je doute pas que j'ai raison de le faire. Mais par contre, je me remets beaucoup en question et c'est souvent pas mal de stress en fait pour moi de me dire là, est-ce que ça s'est bien passé? Est-ce que c'était bien? Comment je pourrais faire différemment? Et donc parfois ces doutes ils sont invalidants parce qu'en fait ça me crée beaucoup de stress inutile, je pense. Et puis parfois c'est aussi ce qui me permet aussi, de continuer à me former, de faire cette supervision, d'échanger avec d'autres sur qu'est-ce qui marche, comment je pourrais faire différemment. Enfin, j'ai monté aussi là à Bordeaux un petit groupe où on fait de l'analyse de pratique d'entrepreneurs pour le coup. Enfin, on échange un peu sur nos manières de fonctionner en tant qu'entrepreneur avec une coach, une sophrologue. Enfin voilà. Mais je dirais que je sens que chez moi, il y a en même temps, c'est un peu ambivalent, hein. En même temps, je me remets facilement en question et en même temps, il y a quelque chose à l'intérieur de moi qui me sent profondément à ma place et du coup qui doute pas. Tu vois, c'est un peu les deux, quoi. Mais je trouve ça fort dans ce que tu dis parce que c'est comme une forme de foi. Ça empêche pas de douter dans le quotidien, dans les petites épreuves du quotidien, de se remettre en question, mais une foi profonde dans, comme tu dis, de là où est ta place et vers quoi tu dois aller. Ouais, c'est vrai. Et c'est vrai que ça, c'était là depuis le début. Je pense que vraiment à partir du moment où j'ai décidé de quitter mon école de commerce, de pas travailler en entreprise, de devenir psy, j'avais pas de doute là-dessus, tu vois. Il y a eu quelque chose de très clair et c'est assez marrant parce que je me souviens qu'à cette époque-là, je me disais, oui, moi, j'écrirai des livres, j'écrirai des articles dans Psychologie Magazine. Je sais plus trop. J'avais comme ça des choses où je me disais, je vais faire ça et en même temps, c'est pas quelque chose que je peux pas dire que j'étais assidue dans ce désir, tu vois, j'ai un peu oublié ça. Et puis ces dernières années, quand par exemple j'ai écrit dans le magazine Happiness, j'écrivais des chroniques l'année dernière et l'année d'avant, je me disais c'est rigolo parce que voilà, par exemple, typiquement c'est quelque chose, il y a 10 ans, je me disais que j'allais le faire et aujourd'hui je le réalise. Il y a comme une forme de foi qui est présente depuis le début, c'est vrai.
Et comment tu dois évoluer pour la suite? Eh ben, j'ai toujours été quand même assez mauvaise pour faire un plan à 10 ans. Aujourd'hui, c'est-à-dire en fait, je fonctionne vraiment à très court terme. Aujourd'hui, je sais que ce que je veux, c'est devenir une meilleure thérapeute, avoir une meilleure écoute, travailler mon questionnement. Et donc, voilà, je réfléchis à quels sont les prochains pas pour moi par rapport à ce petit objectif-là, vraiment concret. J'ai beaucoup de plaisir dans le fait de proposer des espaces en ligne et je sens que c'est quelque chose qui est chouette pour moi parce que, en gros, ce que je produis, on va dire, c'est une qualité de présence. Donc en fait, même si j'ai plus de patients dans ma journée, je vais pas en avoir plus que tant par semaine, hein, donc je vais pas pouvoir démultiplier ça. Donc c'est vrai que ces espaces en ligne, ils me permettent de sentir que je peux toucher plus de monde. Voilà, donc ça, j'ai envie de pouvoir le développer encore. Et puis le troisième espace qui est du coup toutes ces pratiques d'expression, d'écriture, de chant spontané, d'art-thérapie et tout ça. C'est là où je sens que j'ai vraiment besoin moi à nouveau d'être nourrie pour savoir comment me projeter. En fait, aujourd'hui, je sens que ça s'assèche. Enfin, il y a quelque chose qui a besoin de renaître, mais on n'en est pas à l'étape de la renaissance encore. Donc je ne sais pas. Oui, tu développes d'autres choses en attendant et je pense que c'est aussi difficile de se développer sur tous les pans. Bien sûr. En même temps, et là, tu as tellement cet ancrage local qui est en train de se réaliser. Enfin, local et virtuel, en fait, t'es vraiment sur ces deux pans en ce moment. Et justement, t'as pas mal parlé de ton installation à Bordeaux, dans le fait justement que tu retrouvais plus non plus aussi forcément les mêmes espaces qui te nourrissaient. Ça fait quoi? Enfin, est-ce que c'est vraiment la première fois du coup que tu crées? Enfin non, tu disais que t'avais créé ce cabinet, t'avais créé un cabinet à l'époque où tes enfants étaient tout petits à Paris. Oui, en fait, non, je m'étais lancée en tant que psy à ce moment-là, mais je recevais chez moi, d'abord dans une des chambres dans la chambre des enfants, et puis quand j'ai eu un enfant dans le salon. Et donc, c'est vraiment là aujourd'hui, tu vois, je me suis installée dans mon cabinet à Bordeaux, et c'est vraiment une création pour le coup, enfin une installation physique concrète dans ce petit appartement, ces murs, louer les autres pièces, mettre ma plaque sur la porte, vraiment des choses très concrètes que j'avais jamais faites et qui sont là aussi un sacré défi pour moi. Alors le défi, il est surtout dans le tissage qu'on va réussir à créer avec les autres praticiennes. Il y en a beaucoup qui lancent leurs activités, donc il y a en même temps de l'envie et de l'énergie de leur part, ce qui est super, et en même temps c'est assez fragile aussi. Parce que voilà, il faut que ça se lance et que c'est pas qu'il y en a une ou deux hyper installées qui vont pouvoir aider les autres. Donc ouais, je sens que c'est aussi un des gros enjeux pour moi de l'année qui vient, là, de l'année 2024, de savoir comment nourrir ce tissage. C'est un peu comme si j'avais l'occasion de vivre dans ce petit écosystème, ces principes de sororité que je mets en place un peu dans ma vie comme ça, je dirais ponctuellement, mais que là c'est comme s'il y avait un petit laboratoire aussi à sororité, à comment travailler les unes avec les autres, comment faire pour que chacune sente qu'elle ait son espace et en même temps que ça empiète pas sur l'espace de l'autre, parce qu'il y a, tu vois, ces espaces partagés. Et puis moi je me retrouve un peu, pour l'instant en tout cas au début, à faire le lien entre elles toutes. Et donc voilà, ça pose beaucoup de questions du collectif pour moi, même si c'est pas un projet collectif. Ma manière moi de le vivre et de le gérer, c'est vraiment comment créer ce collectif, quoi. C'est hyper intéressant parce que non seulement de voir que en fait on peut lancer son activité de thérapeute et prendre un cabinet bien plus tard. Ouais. Parce qu'il y a quand même il y a un peu le truc que quand tu finis l'école, les formations, c'est bon, la question un peu que moi je sais que tout le monde me posait, alors tu ouvres un cabinet? Et je sais que personnellement j'ai pas fait ce choix pour l'instant, et c'est ça de se dire, qui est chouette de se dire, mais peut-être que ça sera dans 10 ans quand ça sera pertinent, de se laisser ce temps-là. Bah oui, parce qu'au début c'est tellement une charge d'avoir un cabinet, une charge fixe, et c'est pas. Enfin voilà, moi après j'ai pu aussi travailler dans d'autres cabinets, tu vois, je louais à la journée.
Mais c'est sûr que c'est une autre étape, quoi, et c'est possible de le faire pour moi aujourd'hui parce que j'ai plus de monde et que du coup je me mets, enfin là en gros très concrètement financièrement, si je loue 3 jours un cabinet à l'extérieur, ça commence à me coûter plus cher que ce que je loue là en étant une semaine chez moi, quoi. Donc voilà, évidemment c'est ce genre de questions aussi qu'il faut se poser, quoi. Et sur le côté justement s'installer dans une ville, est-ce que ça te demande de créer une communauté locale? Enfin, tu vois, pour l'instant, tu as une communauté qui est très virtuelle, mais du coup, de créer maintenant tous ces liens dans un maillage local, enfin, c'est tout ça aussi qui est nouveau. Ouais, complètement. Ça passe à la fois par une communauté de professionnels, c'est-à-dire comment moi je m'intègre dans le tissu d'accompagnement, on va dire, à la fois des psys, mais aussi des autres centres de santé, des autres maisons pluridisciplinaires. Tu vois, j'ai travaillé dans une maison qui s'appelle l'Air Familial, je pense que les Bordelais connaissent, mais qui est un cabinet de thérapeute, un cabinet partagé. Donc il y a déjà le tissu avec les autres professionnels, et puis c'est vrai que par les cercles de femmes j'ai aussi ce tissu là, c'est-à-dire comment est-ce que en ouvrant les cercles ici, je rencontre des femmes qui sont intéressées par cette pratique, mais du coup qui sont aussi parfois souvent dans l'accompagnement, et donc il y a je dirais ces 2 espaces, en plus de trouver des patients ici. Concrètement j'ai vraiment arrêter de travailler en visio, donc mon objectif c'est vraiment d'avoir que des gens qui viennent là au cabinet. Mais il y a ces différents niveaux de tissus locaux à recréer, et ça prend du temps. Et en même temps, parfois, il y a quelques personnes comme ça qui sont vraiment des personnes prescriptrices entre guillemets, qui vont m'adresser du monde, à qui je peux adresser du monde aussi. Et puis, je me rends compte, il suffit d'avoir pas grand monde en fait, pour soutenir son activité. Enfin, il faut quelques personnes, et puis après le bouche à oreille, il prend, quoi. Tu sais, justement, tu dis que tu as fait le choix de plus faire de visio. Et pourtant, ça serait peut-être, c'est aussi te couper d'une ressource financière qui, parce que vu ta notoriété, tu aurais facilement des personnes, par exemple de Paris, qui voudraient prendre des consultes avec toi. Pourquoi ce choix? Pour plusieurs raisons. D'abord parce que je trouve que c'est très fatigant d'être derrière un ordinateur. Pour moi, ça me demande pas du tout il y a pas du tout le même retour d'énergie, on va dire. Quand je suis face à quelqu'un qui est là, face à moi, dans le fauteuil, au bout d'1 heure, je suis pas fatiguée, alors qu'au bout d'1 heure de visio, je suis fatiguée. Donc, après une journée de visio, je trouve ça épuisant. C'est aussi pour ça que j'ai arrêté de faire de la formation, hein. C'est ce que je te disais tout à l'heure. Vraiment, j'ai vraiment du mal avec ça. En plus, parce que, tu vois, par exemple, là, ici, j'ai quelques patients qui viennent au cabinet, mais qui parfois, pour des questions d'emploi du temps ou c'est un peu trop compliqué, on fait la séance en visio, ça arrive. Moi, je trouve que je me sens je capte moins de choses, en fait, en visio, parce qu'on n'a que le visage, tu vois, on n'a pas tout le corps entier. Donc, il y a des choses qui sont que je capte de manière sensible, sensorielle, que je ne capte pas en visio. Donc, du coup, ça me donne moins d'informations. Et puis, donc voilà, concrètement, comme tu dis, ça veut dire que je vais avoir moins de patients un temps, mais ça veut dire aussi que j'espère du coup me laisser le temps d'avoir plus de monde qui vient directement au cabinet. C'est un peu le pari que je fais, hein. Mais en tout cas, voilà, je vois que dans l'équilibre, je préfère travailler un peu moins et me sentir plus sereine, plus présente, et qu'il y a vraiment un lien qui se tisse, plutôt que de me dire je fais de l'abattage entre guillemets et je vois le plus de patients possible, et puis tant pis, quoi, hein. Voilà, je pense que ça c'est mon voilà, peut-être que quand je serai une psy hyper chevronnée, que je me poserai plus aucune question sur ma manière de travailler, je me dirais bon, je m'en fous, c'est pareil. Mais là, je sens que vraiment c'est plus facile pour moi de faire un travail de qualité en présentiel, quoi. Et d'autant plus que tu as créé l'espace digital avec ton programme en ligne pour les personnes qui veulent quand même travailler avec toi autrement, du coup, que par du one-to-one. Et t'as cette possibilité-là. Ouais, et ça, c'est du coup des espaces qui sont beaucoup plus joyeux, parce que c'est pas de la thérapie, en fait. Donc, que je sois avec 10 ou 50 personnes, en fait, c'est un peu pareil pour moi. Je voulais parler justement un peu de la question des programmes en ligne avec toi, parce que
Tu sais, maintenant, j'ai l'impression que c'est un peu, entre guillemets, un nouvel Eldorado, des fois qu'on peut imaginer notamment avec des programmes qui se vendent hors de prix dans le milieu du bien-être et du développement personnel. Et je voulais aussi parler de la question des tarifs avec toi parce que justement, malgré ta notoriété, j'ai envie de dire, tu fais le choix d'avoir des tarifs en présentiel à Bordeaux tout à fait accessibles. Et c'est aussi le cas de tes programmes. Enfin, moi, je l'avais suivi l'an dernier. Je sais plus à combien tu le fais aujourd'hui, mais c'était un programme tout à fait accessible. Comment tu te positionnes justement sur ton choix par rapport à ça? Ben, c'est un peu deux choses différentes. C'est-à-dire qu'en tant que psy, moi, je vois ma thérapeute, mes superviseurs, ils ont un certain tarif et moi, je me vois pas mettre le même qu'eux puisque j'ai moins d'expérience, on va dire, et que donc déjà, j'ai l'impression de choisir mon tarif aussi en fonction de ça. Tu vois, il y a vraiment quelque chose. Bon, en plus, en tant que psy, voilà, on n'est pas coach, donc il y a quand même des moyennes. À Paris, tu peux mettre une séance plus chère qu'à Bordeaux. Enfin, donc toutes ces questions-là, pour moi, c'était pas tellement. Enfin, je veux dire, j'ai pris tout ça en compte pour fixer mes tarifs et ça me semble vraiment important. Pour le programme en ligne, c'est un peu différent parce qu'en fait, il y a plein d'offres, mais il y a moins de cadres d'une certaine manière. Et il y a des choses qui sont très 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 variées. Moi, je trouve que, enfin. Je sais pas comment dire les choses sans pointer du doigt certaines personnes ou certaines pratiques, mais en fait, mon envie, en tout cas quand j'ai créé le Courage d'être vulnérable, c'était que ce soit accessible. Et j'ai envie, je préfère qu'il y ait plus de monde qui le voit et que je gagne moins par personne, on va dire, que de me dire je fais un truc hyper sélectif et il va y avoir 8 personnes qui vont acheter mon programme. Dans ce cas-là, c'est un autre accompagnement, je veux dire, mais c'est vrai que moi, dans la manière de le penser, j'avais envie qu'il soit accessible et j'avais en même temps envie que ce soit quelque chose de qualité. Donc j'ai fait, je pense vraiment le choix, tu vois, de travailler avec une monteuse professionnelle, enfin voilà, qui est venue faire les images. De travailler sur une plateforme qui me coûte cher mais qui est très intuitive et qui est très utile pour l'utilisateur, enfin qui est très facile d'utilisation pour les utilisateurs. Donc j'avais envie de quelque chose de qualité et en même temps mon objectif c'est que ça puisse se diffuser en fait. Donc c'est vrai que il y a dans ce business du développement personnel, je trouve parfois vraiment une course en avant et des gens qui vendent des prestations de manière complètement décorrélée de la valeur potentielle de ce que c'est. Bien sûr qu'un programme, ça peut changer ta vie. Bien sûr que moi, je reçois, franchement, suite à la publication au lancement de ce programme, j'ai reçu des dizaines et des dizaines de messages de personnes qui m'ont dit « ça a changé ma vie ». Bon, c'est très sympa de recevoir ça. Je crois pas que ce soit complètement vrai parce que d'une certaine manière, je crois pas qu'un programme ça peut venir soutenir à un moment, ça peut faire du bien, ça peut éclairer, ça peut permettre de se remettre en question, ça peut accompagner une période de vie. Et c'est déjà énorme. Mais du coup, ne pas vendre ça comme, avec des prix exorbitants, parce que moi, ça me paraît pas du tout juste en fait, et que moi, je mettrais pas 500 balles, 800 balles ou 2000 balles dans un programme. Donc c'est ça aussi. Enfin voilà, ça c'est. On en revient à la cohérence en fait aussi vis-à-vis de soi-même. Oui, clairement. Oui, clairement. Et puis après, tu vois, je vois, il y a aussi des gens qui ont une très grande notoriété et qui vendent des programmes pas chers et ça enlève pas la qualité. Enfin, c'est pas, voilà, c'est deux choses différentes, je pense. Ouais, complètement. Bon, en tout cas, merci pour ton honnêteté et ta franchise sur le sujet parce que je trouve que c'est un gros sujet dans le monde du bien-être à l'heure actuelle. La question des tarifs. Oui, et puis en plus, moi, j'ai pu me voir, tu vois, en tout cas avec Instagram, parce que c'est comme ça, peut-être que moi, je suis au courant de ce que les autres font. Il y a les algorithmes qui font que du coup, tu ne vois que le travail des gens qui font la même chose que toi, en gros. Et donc, il y a cette comparaison qui se met en place. Et donc, il y a cette question de se dire, tiens, elle fait un truc. Si je regarde ses contenus, c'est à peu près la même chose que moi, mais elle le vend 3 fois mon prix. Est-ce que c'est moi qui suis pas capable de me valoriser? Ou est-ce que c'est elle qui a raison? Et donc forcément toutes ces questions elles sont je pense qu'il y a aussi quelque chose qui se monte un peu en épingle
où on se dit, pour appartenir à celles qui réussissent, il faut peut-être mettre certains tarifs. Et moi, je crois pas que ce soit vrai, en fait. Et donc, du coup, c'est d'arriver à trouver sa propre cohérence, en tout cas, c'est sûr. On arrive bientôt à la fin de cet épisode. Camille, je voulais te poser encore 2 questions. La première, c'est si tu voyais soit une personne qui a envie d'aller vers envisager une reconversion dans le milieu du bien-être, ou une toute jeune thérapeute qui se lance, qui est dans ses premiers mois ou qui finit tout juste sa formation. Maintenant, avec tout ce recul-là d'expérience, si tu avais un conseil à donner à cette personne. Le premier qui me vient, je sais pas si c'est le plus important, mais bon, le premier qui me vient, c'est vraiment de pas croire que ce serait un échec de faire quelque chose d'alimentaire, d'avoir un boulot alimentaire. Je sais que quand je me suis lancée dans la formation, je me suis vraiment dit ça. Je me suis dit, c'est nul, c'est pas du tout ce que j'ai envie de faire. Je vais être une speakerine. On va me demander de raconter un texte que d'autres ont écrit à ma place. Mais bon, je le fais juste pour gagner ma vie. J'avais comme ça une attitude un peu dédaigneuse par rapport à ce boulot qui m'a en fait énormément apporté, énormément donné confiance, énormément appris et m'a permis d'avoir tout de suite mon autonomie financière. Et donc ça, je pense que c'est en fait vraiment, en tout cas pour moi dans mon parcours, ça a été vraiment hyper utile. Et je vois bien qu'avec mon côté un peu idéaliste, quand je suis sortie de la fac de psycho et que je me suis dit ok, je vais me lancer à mon compte, je vais faire mes propres formations. Au début, je voulais faire des trucs autour du leadership au féminin. Je vais aller voir les entreprises moi-même, je vais créer mon truc. Mais ça a été un renoncement, tu vois, de faire ce job alimentaire. Et en même temps, en fait, c'était un énorme cadeau pour moi. Donc ça, ce serait peut-être mon premier conseil. Et puis en même temps, c'est là où je disais tout à l'heure qu'il faut un peu, en même temps, pas non plus renoncer à son rêve, c'est-à-dire en même temps continuer à faire des choses. Et tu vois, par exemple, les cercles de femmes, pendant des années, j'ai fait ça bénévolement, je gagnais pas d'argent, puis ensuite on payait que la salle. Mais moi, ça me faisait kiffer, en fait. J'aimais ces espaces et donc je les ai tenus aussi avec un engagement, vraiment avec beaucoup de patience, quoi, hein, pendant des années et des années avant que je puisse évidemment pas du tout en vivre parce qu'on peut pas vivre en faisant des cercles de femmes, mais en tout cas que je puisse en faire quelque chose de monétisable, hein, enfin en tout cas qui me rapporte un peu de revenus. Donc c'est paradoxal, mais c'est quand même les deux, quoi. Hein, pouvoir, s'il y a des choses qui sont importantes pour soi, qui nous font plaisir, qui nous font du bien, pouvoir le faire et tenir cet engagement en ayant la foi qu'un jour ça va être rémunérateur, et en même temps pas se mettre trop de pression d'une certaine manière et avoir aussi à côté peut-être des choses qu'on savait faire de notre vie d'avant, de notre boulot d'avant, qui fait que du coup voilà, il n'y a pas trop de stress sur le lancement de l'activité, quoi. Complètement, tu dis que c'est paradoxal, mais en fait c'est hyper complémentaire. C'est parce qu'il y a cette sécurité d'un côté que tu as pu donner généreusement de ton temps dans ces espaces de parole sans te mettre en danger, en fait. On dit souvent que justement pour pouvoir donner, il faut déjà être soi-même déjà en sécurité, en fait. Sinon, on donne pas d'un bon espace. Donc Et on vient à cette question des tarifs, du coup on fait payer cher quelque chose parce qu'on a besoin de gagner sa vie et que du coup parfois on se met trop de pression parce que le tarif est trop élevé ou qu'on n'a pas assez de monde, ou enfin du coup il y a quelque chose qui est pas forcément juste. Trop bon conseil en tout cas, et surtout aussi de rappeler que dans ces métiers très souvent justement ce sont des métiers de reconversion, et donc de ne pas oublier tout ce bagage avant qui finalement est une force et qu'on n'est pas, je dis souvent dans mes ateliers de coaching pour des étudiants en naturopathie, qu'en fait on n'est pas les débutants, on débute dans quelque chose, mais en fait on n'est pas les débutants dans la vie. Ouais, et ça c'est complètement. hyper important de s'en rappeler. Oui. Et ce podcast, du coup, s'appelle Un autre chemin est possible. Et donc, selon toi, quel chemin? Pour moi, en tout cas, le pari d'avoir quitté l'école de commerce et ce monde-là pour devenir psy, c'était vraiment le chemin du cœur. De ce que mon cœur me disait, mais aussi de remettre une dimension de la sensibilité, on va dire, un peu au centre des choses. Donc clairement, je sais pas si
Enfin, en tout cas pour moi, cet autre chemin, ça a été celui-ci. Ça a été de faire le pari que ma sensibilité qui avait été tellement un boulet, qui aurait été tellement un boulet pour le monde de l'entreprise, qui me faisait quand même être quelqu'un d'assez inadapté à certains contextes, ça pouvait être utile et même parfois mon outil de travail dans un autre contexte. Et ça a été, quand j'ai vraiment compris ça pendant mes études de psycho, ça a été vraiment un énorme changement pour moi et voilà, dans lequel je vis encore aujourd'hui, quoi. Un super mot de la fin. Merci beaucoup Camille, merci beaucoup pour tout ton partage, ton expérience et puis vraiment ton honnêteté sur tous ces sujets autour du lancement d'activité, de la réalité concrète de nos métiers qu'on partage pas toujours dans les podcasts, justement. Bah Marion. À bientôt. À bientôt. J'espère que cet épisode vous a plu. Moi, ce que je retiens du partage de Camille, c'est qu'on peut ouvrir un cabinet même après 10 ans après s'être formé. Il n'est jamais trop tard et ça peut être une étape vraiment qu'on fait bien plus tard. Donc, il n'y a aucune obligation à prendre son cabinet dès qu'on sort de formation. Je retiens aussi qu'un job alimentaire, ça peut vraiment nous aider à développer nos activités à côté et nous permettre même de faire des projets presque bénévolement ou à tout petit tarif parce qu'on n'est pas dans cet objectif de rentabilité puisqu'on a cette sécurité financière par ailleurs. On a aussi parlé de l'importance de trouver son espace de ressourcement quand on est thérapeute et aussi de l'importance de la supervision. On a aussi parlé du choix de pratiquer des tarifs abordables et aussi de s'écouter dans les offres qu'on propose, comme par exemple le fait de se dire je fais pas de visio parce que la visio pour moi c'est pas écologique par rapport à mon énergie. Et enfin, on a parlé de faire la paix avec sa sensibilité et d'en faire un outil de travail et ça je crois que Camille le montre remarquablement bien. Donc si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager autour de vous et de le noter avec des étoiles. Je vous retrouve bientôt pour un prochain épisode et d'ici là, vous pouvez me retrouver sur Instagram ou en séance pour vous aider à dessiner au mieux ce nouveau chemin professionnel. À très bientôt.